Hello hello, on se retrouve cette semaine pour discuter bilan de lecture du mois d'août. Donc j'ai pas mal de petits livres à vous présenter, ça a été plutôt un bon mois de lecture donc je suis assez contente. On en profitera aussi du coup aussi à la fin de la vidéo pour faire un peu le bilan de la palle d'été puisque moi je considère que mon été livresque est terminé. Bon, vous verrez que sur ce point-là ça a été un petit peu désastreux mais je suis pas mécontente quand même d'avoir fait cette palle donc je vous raconte tout ça tout de suite. Je commence du coup, comme la dernière fois, au dernier bilan, en commençant par le livre que j'ai le moins aimé jusqu'au livre que j'ai préféré. Et donc on va malheureusement commencer avec un livre qui faisait partie de ma palle d'été. Je vous présente L'année prochaine à La Havane de Chanel Clinton. Donc dans ce livre, on suit une double temporalité. On suit Marisol dans les années 2000-2010 je dirais, qui va retourner à la Havane afin de déposer les cendres de sa grand-mère, qui est donc décédée et dont le dernier vœu était de pouvoir être, entre guillemets, enterrée à la Havane. Donc elle va entreprendre ce voyage-là et ça va être pour elle aussi un voyage qui va lui permettre finalement de retrouver un peu ses racines puisqu'elle n'a jamais connu Cuba. Là ils sont à l'époque en fait où Fidel Castro vient juste de décéder et l'ouverture des ponts avec les États-Unis commence un petit peu à on va dire se fluidifier. Et donc Marisol peut entreprendre ce voyage, mais encore une fois quand même sous le couvert du coup d'un article journalistique, puisque c'est une journaliste. Et d'un autre côté, on va suivre du coup l'histoire de sa grand-mère, Elisa, au moment justement où les révolutions commencent, et elle doit finalement fuir la Havane avec sa famille. Ça partait hyper bien comme livre de par le pitch parce qu'on sentait que ça allait être un livre hyper poignant où vraiment on allait avoir une sensation de tension en fait sur cette situation qui est assez complexe finalement, donc c'est une situation personnellement, donc Cuba dans les années 50 que moi je connaissais pas hyper bien. Mais je vous dirais que ce qu'il a pas fait pour moi c'est plutôt le style, c'est-à-dire qu'en fait ça a été un abandon à un tiers du bouquin, donc j'avais lu une centaine de pages on va dire. Parce que je m'ennuyais, c'est-à-dire que vraiment c'était lent, ça a été très très long à démarrer. Je suis quand même allée zioter la fin et pour rien vous cacher, j'ai pas eu du tout de surprise sur la façon dont ça se terminait parce que j'ai vraiment eu le sentiment que dès le départ on sait exactement ce qui va se passer. Voilà, je dirais que pour moi c'est un abandon. Je pense pas que c'est un mauvais livre, loin de là. Je pense juste que c'est un livre, voilà, on le lit, on se laisse porter, on arrive à la fin, on dit ah ok, on a appris des choses, mais moi j'ai pas ressenti l'étincelle de romance qu'il y a dedans, j'ai pas été à fond dans l'histoire d'Elisa en me disant oh là là mais c'est hyper dangereux ce qu'elle vit. Non, et au bout d'un moment j'ai dit bon écoutez, je pense que c'est juste pas fait pour moi, donc j'ai laissé. Ça me fait quand même dire aussi que je me demande si je suis autant attachée que ça à ce genre par rapport à avant. C'est vrai qu'avant je lisais beaucoup de tout ce qui était romance comme ça, historique, sur fond, un peu de périodes importantes et tout. Maintenant je me rends compte que je pense qu'il faut que ça soit vraiment des périodes qui me hype ou alors vraiment une plume hyper, on va dire hyper prenante. Parce que sinon je m'ennuie hyper vite et j'ai envie de passer à autre chose. Donc peut-être que aussi lire beaucoup de fantasy, beaucoup de romances contemporaines avec un rythme qui est souvent extrêmement soutenu, ça a fait que j'ai un petit peu moins de patience maintenant, je sais pas. On verra comment les choses évoluent à ce niveau-là. Ensuite je vous présente un deuxième livre qui était sur ma palle d'été, donc vous voyez j'ai quand même un peu avancé dans ma palle pendant le mois d'août. Il s'agit du coup de Les Demoiselles de Angèle Huon, qui est donc un livre où on suit Rosa qui finalement va plus ou moins fuir son Espagne natale afin d'aller au Pays Basque et de se constituer une dot en travaillant dans une entreprise qui fabrique des espadrilles. Donc ça se passe en 1920, donc vous voyez pareil, 1920 le Pays Basque, la fabrique d'espadrilles, on peut pas dire que ce soit des sujets que je connaissais très bien. Et c'est ça que j'ai avant tout aimé dans ce livre, c'est que vraiment je trouvais qu'on apprenait, enfin c'était une fenêtre sur une période et des aventures et tout qui étaient hyper passionnantes. Enfin, moi je connaissais pas du tout en fait tous ces problématiques là de ces jeunes femmes qui passaient les Pyrénées à pied, donc dans des conditions hyper dangereuses pour aller justement se faire un peu de sous et revenir avec une dot qui pourrait séduire un mari en Espagne. J'ai trouvé ça hyper intéressant et puis au final Rosa elle est encore plus intéressante puisque elle va décider donc de rester au Pays Basque à la suite de tout un périple et de tout un tas d'événements plus ou moins heureux, voire carrément malheureux même, et va décider donc de
se réfugier dans un endroit qui est une espèce de maison où se regroupent des femmes et des hommes qui sont surnommés du coup les demoiselles. Et ces personnes-là vont offrir à Rosa un point de vue différent sur la vie par rapport à évidemment l'éducation hyper catholique, hyper traditionnelle qu'elle aura reçue. C'était super bien de ce côté-là. Franchement, j'ai trouvé que Rosa, c'était une héroïne hyper bien, hyper forte, courageuse. Il lui arrive plein de trucs et elle en dément pas, elle continue et tout. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment un beau récit de vie. Ça a été quand même une lecture en demi-teinte pour moi à cause de la fin, que j'ai trouvé un peu rushée. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin et en fait, il y a comme un fil rouge, vous savez, qui vous tient du début à la fin parce que l'héroïne parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et quand elle raconte son histoire, et donc évidemment on a envie de savoir qui c'est, donc ça vous tient vraiment en haleine. Mais on arrive à la fin et en une vingtaine, trentaine de pages, tout est plié et tout est révélé et on est un peu « Ah ok, c'est un peu rapide ». Et à cause de ça, j'ai trouvé que on va dire que mon attrait émotionnel s'était vite délité au fur et à mesure des pages. Et ça c'est un petit peu dommage parce que j'étais vraiment à fond dans aussi le côté un peu romance qu'il y avait derrière, le côté famille trouvée, etc. Et j'avais envie de voir comment tout ça allait se dénouer pour chacun. Et je suis restée vraiment sur ma faim. Donc c'est pour ça que du coup, moi j'ai mis une lecture un petit peu en demi-teinte, je crois que je lui ai mis 3 étoiles. Néanmoins, une belle surprise et je vous conseille quand même de vous aventurer du coup au Pays Basque dans les années 20. Ensuite j'ai écouté en audiobook, du coup je vous mettrai la petite photo The American Roommate Experiment, ou Experience, attendez je vais juste vérifier le titre pour pas... Experiment, c'est ça, de Elena Armas, donc du coup c'est la même autrice qui avait écrit The Spanish Love Deception, qui était un livre qui est donc une romance contemporaine qui m'avait fait mourir de rire, que j'avais adoré. On suivait Lina qui doit aller au mariage de sa cousine ou de son cousin, je sais plus trop, quelqu'un de sa famille en Espagne et qui n'a pas de date et se retrouve à y aller avec son ennemi juré du boulot. J'avais adoré, c'était drôle, c'était hyper spicy mais c'était aussi hyper mignon et tout. Top top top. Et donc là, c'est plus ou moins un tome compagnon, enfin c'est plus ou moins, j'allais dire, c'est plus ou moins une suite, donc c'est un tome compagnon, puisqu'en fait on suit pas les mêmes personnages, même si on les retrouve. Et là, on va suivre plutôt la meilleure amie du coup de Lina, qui s'appelle Rosie, et le cousin de Lina, qui se retrouve, bon gré mal gré, à devoir être colocataire. En fait, ce qui se passe, c'est que Rosie a un problème dans son appartement, décide de se dire bon ma copine n'est pas là, je vais prendre son appart, et se retrouve nez à nez avec son cousin et donc ils sont plus ou moins forcés à vivre ensemble pendant quelques temps. Évidemment son cousin est sublimissime, c'est un champion de surf avec un côté un peu on ne sait pas pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui arrive, etc. C'était super mignon, franchement c'était mignon. En plus Rosie elle est un petit peu bloquée parce que c'est une écrivaine de romance contemporaine, donc forcément je pouvais que l'adorer. Et donc elle va rentrer dans un espèce comment dire, je sais pas comment dire, ils vont se mettre d'accord on va dire avec Lucas pour faire du fake dating pour qu'elle réapprenne un peu ce que c'est finalement la romance pour l'aider dans son livre. Donc il y a aussi cette trope fake dating qui est toujours sympathique. Puisqu'évidemment ça floue un peu toutes les relations, on sait plus trop où on en est. Et donc ça, plus l'alternance des points de vue entre Lucas et Rosie, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un chouette livre. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur d'Elena Armas, j'ai bien préféré le premier, pour être quand même honnête, parce que je trouve qu'on met du temps à rentrer dedans, que l'autrice ouvre des portes sur des intrigues secondaires qui finalement font un peu plouf et sont reprises ici et là, mais c'est vraiment très léger. Et donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage, donc notamment la relation avec son frère, son papa, etc. Rosie, je trouve que voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais voilà, c'est un couple tout mignon, c'est une petite histoire sympa, c'est un peu cousu de fil blanc, mais écoutez, pour une petite romance d'été, ça fait le travail. Ensuite on va passer dans la partie des très bonnes lectures du coup du mois d'août, donc là je les ai pas vraiment rangées, je vais vous les présenter un petit peu comme elles viennent. Je commence du coup par cet énorme bébé qui est donc Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus, donc encore dans une édition absolument incroyable et vraiment très chouette à la lecture, même si ça pèse un peu un âne mort quand on lit. Écoutez, c'est un tome 2, donc c'est le tome 2 de La Cité de Laiton. Alors,
comment vous dire? C'est un livre où je ressors en me disant c'était incroyable et pourtant je sais que dans ma lecture ça a été quand même assez besogneux, c'était un peu long, c'est-à-dire que c'est quand même une intrigue là qui a eu du mal à se mettre en place. Donc il faut savoir que dans La Cité de Laiton, on est quand même sur des intrigues de fond qui sont complexes, qui sont lourdes, on n'est pas sur de la fantaisie adulte pure, mais on en est extrêmement proche. Et donc la romance prend pas du tout la part belle de l'histoire, on est vraiment sur les personnages, leur développement, toutes les intrigues politiques, etc. Donc ça il faut vraiment l'avoir en tête parce que du coup bah, c'est des récits qui sont extrêmement riches. Dans La Cité de Laiton, on suit Nari, qui du coup est une jeune femme qui habite au Caire et qui est apothicaire, donc, mais qui sait que les gens en fait ont plein de croyances, etc. Et donc va toujours un peu mêler apothicaire pur et un peu mysticisme pour aider ses patients. Jusqu'au jour où elle va faire une espèce de fausse incantation et tout, et sans le vouloir, elle va invoquer un djinn qui s'appelle Dara, et qui va finalement l'emmener dans tout un tas d'aventures puisqu'il va lui révéler qu'elle fait partie d'une ancienne tribu qu'on pensait être complètement disparue et qu'elle doit donc se rendre à Devabad, qui est donc la cité de Laiton, pour reprendre finalement un peu sa place officielle. Donc Nari elle se retrouve prise dans ce truc là dans le tome 1, donc c'est la magie à tout va, etc. Donc elle doit vraiment tout reconsidérer dans sa tête. Il va s'en suivre tout un tas d'aventures, une rencontre aussi avec Ali qui est un des princes de la cité de Laiton, qui pareil est un personnage qui est hyper puissant, hyper intéressant, qui a plein d'opinions, qui est pas du tout le prince qu'il est censé être, etc. Donc il y a beaucoup de jeux de dupes, il y a beaucoup de politique, c'est hyper bien. Enfin franchement La Cité de Laiton c'est vraiment sublime quand vous avez envie de lire un livre qui déjà a une atmosphère et une ambiance absolument incroyable, extrêmement bien écrite et en plus enveloppante, c'est envoûtant, ça vous fait vraiment voyager et à la fois ça vous fait vraiment réfléchir, etc. Et bien je trouve que c'est une très très bonne trilogie pour ça. Bon, j'en suis qu'au tome 2, on verra si le 3 signe vraiment la fin de cette trilogie parfaitement, mais pour l'instant c'est très 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 bien. Ce que je reprocherais quand même au tome 2, c'est un peu les effets du tome 2, c'est-à-dire que les personnages ont été présentés, on va continuer à les faire vivre dans leur intrigue, mais l'intrigue est extrêmement longue pour pas grand-chose. Je pense qu'on a un peu eu des moments assez répétitifs, peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites traîner en longueur. Pour moi, ça valait pas forcément la peine, et donc on s'est pris 200, 300, 400 pages limite, qui étaient quand même, qui auraient pu être résumées un peu plus rapidement. C'est aussi la beauté, je pense, de cette trilogie, c'est-à-dire de se laisser aussi un peu porter, de se dire bah ce qu'on lit c'est beau, en fait c'est agréable, et donc bah à un moment donné, ça prend du temps. Donc écoutez, je regrette pas, et je vais vraiment lire le 3e avec énormément d'envie. Donc si vous avez envie de vous plonger dans quelque chose qui est un peu plus lourd que les romans de fantasy ou les fantasy young adult d'ordinaire, franchement je vous conseille vraiment cette trilogie-là. Ah oui, j'ai pas mentionné, mais le système de magie, hyper complexe mais trop intéressant et super original. Ensuite j'ai lu Flawless de Elsie Silver. Donc là pour le coup on est dans une romance pardon, très épicée. Donc préparez-vous si vous avez envie de le lire. Bon moi j'ai adoré, mais c'est vrai qu'en lisant je me suis quand même dit waouh c'est un peu chaud. Donc on va suivre du coup dans Flawless, c'est une romance contemporaine sur le thème du rodéo, donc on peut pas dire que c'était un sujet que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et franchement, je me suis vraiment laissée happer. J'ai beaucoup aimé justement le tableau finalement qu'on nous dépeignait de ce ranch, ces rodéos, cette vie un peu mi-fermier, mi-vedette. Ça m'a bien plu, ça... Écoutez, vraiment, j'ai bien aimé en tout cas l'ambiance. Et on va suivre du coup Summer, oui, qui a un nom quand même un peu à coucher dehors. Et je crois qu'en plus, si je me souviens bien, sa sœur, elle s'appelle Winter, donc c'est un peu... Bon, on va pas s'apesantir là-dessus. Et Summer, elle fait partie d'une agence qui s'occupe de gérer donc des athlètes, et elle va devoir être plus ou moins la babysitter de Rhett, qui est donc un champion de rodéo, mais qui vient un peu de faire parler de lui sur les réseaux, j'allais dire, mais on va dire plutôt dans les journaux.
et qui du coup doit un peu se tenir tranquille s'il veut absolument gagner son dernier championnat du monde de rodéo. Donc en fait le père de Summer, qui est aussi son boss, décide de l'assigner à Rhett, un peu à résidence, c'est-à-dire qu'elle va devoir le suivre partout jusqu'au championnat pour qu'il se tienne à carreau. Donc comme vous pouvez imaginer, au début il est ravi. Elle le prend un peu comme un challenge professionnel, puis en plus c'est son idole d'adolescente, alors forcément elle est quand même beaucoup plus contente que lui. Évidemment, elle est incroyablement belle, hyper sportive et brillante et tout ce que vous voulez, et lui est absolument sublimissime et en plus il adore sa famille. Bon, on va dire quand même que c'est le couple parfait. Mais franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Je l'ai lu en 10 minutes. J'ai trouvé que c'était évidemment un peu cousu de fil blanc, mais ça on peut le dire de toutes les romances, et je crois qu'on lit pas de romance pour les intrigues. Quand il y en a une géniale, c'est top, mais on n'est quand même pas forcément là pour ça, donc moi ça m'a pas dérangé, mais du tout. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai adoré le côté famille, c'est-à-dire vraiment la famille de Rhett, le fait qu'elle arrive, elle soit comme ça au milieu de son père, de tous ses frères, de tous ses garçons là, j'ai trouvé ça très chouette, ça m'a fait un peu penser à ma vie avec les Walter ou Waterboys, qui est une série qui est sur Netflix, ça m'a vraiment un peu fait penser à cette ambiance là. Très très chouette, donc non franchement je vous le conseille. Moi je sais que c'est une... Alors c'est une trilogie, ou alors il y en a 4 ou 5, je sais plus, mais il y en a quand même une flopée. Apparemment on va voir l'histoire de chacun des frères et tout, donc moi franchement j'ai hâte de lire la suite parce que... Bah écoutez, Elsie Seaver, peut-être une nouvelle autrice favorite de romance. À suivre. Ensuite, je me suis plongée dans une lecture doudou que j'avais envie de relire depuis très longtemps. J'ai lu La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, bon déjà j'ai envie de dire, il serait grand temps que vous le preniez et que vous le lisiez parce que c'est juste génial. Donc c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Pourquoi ce livre? Pourquoi pas un autre? Pourquoi un truc aussi doudou mignon de Jenny Colgan? Je ne saurais pas l'expliquer. Mais justement, j'avais envie de le relire pour voir si ce que j'avais ressenti il y a presque une décennie eh bien, était toujours d'actualité, ou si je m'étais un petit peu, vous savez, comme fantasmé le livre, et puis des années plus tard, je me dis mais pourquoi j'ai aimé ce livre? Et bah écoutez, pas du tout. J'aime toujours autant ce livre. Il m'a fait naître les mêmes émotions, j'ai ressenti la même chose, j'ai passé un moment génialissime, j'ai adoré ma lecture. Du coup, on suit dans ce livre Polly, qui a un peu un carrefour de sa vie. Elle doit fermer son entreprise qui a finalement fait faillite, son couple bat de l'aile comme jamais, du coup il décide un peu de faire un vrai break. Elle a plus un sou en poche, et donc du coup elle se dit bah écoute, je vais aller vivre dans une toute petite ville en bord de mer qui est un peu séparée du continent par un bras de mer qu'on peut pas traverser à toutes les heures, vous voyez, un peu style Mont-Saint-Michel quoi. Et puis je vais essayer de refaire ma vie là-bas comme je peux quoi. Et donc elle se retrouve dans ce petit village de pêcheurs, et il faut savoir que Polly, sa passion c'est de faire du pain. Et donc, bon gré mal gré, elle réussit à se faire une petite place au sein d'une boulangerie qui elle aussi est en train de péricliter, et elle va faire naître plein d'amitiés au sein de cet endroit. Et c'est un roman qui est d'une douceur, qui est touchant. C'est... En fait, ça peut paraître cuculapraloche comme ça, et peut-être que ça l'est, peut-être que je suis pas hyper objective quand il s'agit de ce livre, mais moi c'est un livre qui m'a touchée parce que je trouve que Polly, eh bien, elle a ce côté naïf un peu, mais elle a aussi ce côté... et bah elle se réveille, elle prend les choses en main, elle est courageuse, elle se plaint pas, alors que franchement elle est dans une situation au début, on se dit mais elle va jamais s'en sortir la pauvre. Et néanmoins, bah, elle se retrousse les manches et elle se donne une chance en fait de vivre autre chose et de vivre un moment important de sa vie. C'est peut-être un carrefour, mais elle donne tout quoi. Et moi je l'ai trouvé, et du coup j'ai beaucoup de respect en fait pour Polly, que je trouve être un personnage extrêmement bien écrit. En plus elle va faire la rencontre d'un petit macareux qui va devenir son meilleur ami. C'est vraiment superbe. Si vous avez jamais commencé cette trilogie, je vous la conseille vraiment. Et vraiment là c'est l'automne, c'est le moment, enfin c'est l'automne qui arrive, c'est le moment de le prendre avec un plaid, un petit chocolat chaud, et de vous faire un petit moment doudou quoi.
Ensuite j'enchaîne sur une super bonne surprise, il s'agit de Ce cœur empoisonné de Kaylin Byron. Alors ce livre a une petite histoire, alors déjà juste, est-ce qu'on peut se parler 2 secondes de la beauté de ce livre? Enfin... Je peux vous dire que là ça m'a fait mais ni chaud ni froid, alors en plus je l'ai eu sur Vinted à beaucoup moins cher que son prix, donc déjà j'étais trop contente. Et vraiment, malgré tout, il était quand même pas donné, et je suis trop contente parce qu'il est arrivé dans un état magnifique, et il est trop bien ce livre. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, c'était drôle, je me suis rappelé que j'avais essayé de le lire en anglais il y avait des années, et puis finalement, je l'ai mis de côté, je l'ai un peu oublié, etc. Et puis là, j'ai eu envie de le relire en français, donc je me le suis procuré, et vraiment... Et bah ça a été un coup de cœur ce livre. C'était vraiment une super surprise. C'est pas le livre de fantasy avec l'intrigue la plus incroyable et tout, c'est un livre qui est vraiment atmosphérique. C'est-à-dire qu'on y va pour le côté envoûtant et ensorcelant de l'histoire. Et moi j'ai été happée quoi. Enfin vraiment j'avais qu'une hâte le soir, c'était de savoir ce qui allait se passer. On suit du coup Briseis, qui est une jeune fille qui a été adoptée et qui vit avec ses 2 mamans à New York je crois. Oui, c'est ça, à New York. Et donc, elle a un don un peu particulier, c'est qu'elle peut faire pousser des plantes. Donc elle va toucher des plantes, les plantes vont grandir, se développer, renaître de leurs cendres parfois. Donc c'est vous dire la puissance de son don. Et un jour, elle va hériter finalement de sa famille biologique d'un manoir dans lequel se trouve un jardin un peu particulier qui regorge de secrets. Et donc comme avec ses mamans elles sont dans une situation financière pas forcément évidente, et bah elle va décider de pareil comme Polly, de tenter le tout pour le tout, toutes les 3, et d'aller s'installer dans ce manoir pour essayer de refaire leur vie et de voir ce qu'il en découle. C'était mais tellement bien, il y a tellement de choses bien dans ce livre. Alors c'est une écriture inclusive, donc ça c'est chouette aussi, moi c'est la première fois que je lisais un livre avec vraiment l'écriture inclusive jusqu'au bout. Et du coup au début ça m'a un peu déstabilisée, mais à la fin je me suis dit mais au final c'est pas mal, c'est bien aussi d'avoir comme ça des livres qui prennent ce parti pris là, donc moi ça m'a plu. J'ai bien aimé les représentations dedans parce que j'ai trouvé qu'elles étaient bien faites, elles étaient justes, elles étaient pas caricaturales et ça c'était très chouette. J'ai énormément aimé le système de magie parce que ça parle de déesses, parce que ça parle de femmes, parce que ça parle de peur, ça parle d'un monde qu'on sent être beaucoup plus riche derrière parce qu'à la fin on est sur un cliffhanger de fou et on sent vraiment qu'on va s'ouvrir vers encore un truc encore plus incroyable. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai hâte, là je me suis commandé le 2 parce que vraiment je me suis dit mais c'est pas possible de nous laisser sur ça, il faut qu'on sache ce qui va se passer. J'ai adoré du début à la fin. J'ai trouvé que l'héroïne elle était hyper chouette, elle était hyper moderne et ça c'était cool, et j'ai surtout aimé le fait qu'elle parle à ses mamans. C'est-à-dire que pour une fois qu'on a une adolescente à qui il arrive des trucs de ouf et qui garde pas tout pour elle, presque pas tout, c'était super rafraîchissant. Franchement le nombre de films, vous êtes pas dit vous mais pourquoi tu parles pas à ta mère et tout, elle aura forcément genre 10 milliards de solutions auxquelles toi tu penserais pas. Et bah là vraiment on est un peu dans ça, on sent que bah voilà ces mamans savent pour son pouvoir, et même si forcément elles ont une influence sur la façon dont Briseis va vivre son pouvoir, et bah c'est connu, voilà, c'est su, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, il y en a plein d'autres, vous verrez, mais moi j'ai aimé ça, parce que j'ai trouvé que ça créait une complicité au sein de cette famille qui était hyper intéressante, et c'est une dynamique qui était rafraîchissante par rapport à ce qu'on peut trouver dans le young adulte habituel. Donc franchement, je vous conseille, en plus vraiment le côté mais apothicaire, les plantes, le vieux manoir, l'espèce de meilleure nouvelle amie hyper envoûtante et tout, franchement pour l'automne, il n'y a pas mieux. Donc n'hésitez pas, foncez, c'était génial. Et pour finir, je vous présente du coup le coup de cœur monumental de ce mois d'août, voire de cette année 2024 je dirais, parce que il y a eu du coup ma lecture doudou, La petite boulangerie, mais du coup c'est une lecture que j'avais déjà faite. Là je vous montre du coup une nouvelle lecture, il s'agit de A Novel Love Story de Ashley Poston. On suit dans cette histoire Elsie, qui s'appelle donc Eileen, qui est une jeune femme qui est donc professeure d'anglais, et qui a l'habitude chaque année d'aller rejoindre son groupe de lecture dans un chalet dans la montagne, je sais pas trop où c'est pour être honnête.
Jusqu'au jour où sa meilleure amie est donc sur le point de se fiancer et lui dit qu'elle ne va pas y aller cette année, et malheureusement tous les autres membres de son book club ne peuvent pas non plus y aller, et donc elle décide d'y aller seule avec sa petite voiture qui est un peu une épave. Malheureusement, sur la route, Elsie, sous la pluie, a un accident et se retrouve dans une petite ville toute mignonne, où tout le monde est hyper gentil avec elle, tout le monde essaye de l'aider, c'est vraiment, vous voyez, la petite ville à la Gilmore Girls, et finalement, elle se rend compte qu'il y a plein d'éléments qui lui disent quelque chose, quoi. Enfin, les gens lui parlent, les endroits lui parlent, elle se dit, tiens, c'est vraiment très très étrange et tout, et au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle est dans la ville de son roman préféré. Je peux pas beaucoup vous en dire plus, mais ce livre, il était génial. C'est-à-dire que moi, franchement, je me rends compte ces temps-ci que j'ai vraiment des énormes coups de cœur pour les romances contemporaines. C'en est une. Elle est en anglais, je sais pas si elle est encore sortie en français ou si c'est prévu, mais franchement, j'espère vraiment 1000 fois parce que c'est vraiment trop bien. Donc, ne vous attendez pas à des intrigues incroyables, etc. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que c'est un livre qui est doudou, qui est une bulle de douceur et de gentillesse, de bons sentiments. C'est aussi une ode absolument incroyable à la lecture, aux lecteurs de romances et aux amoureux des livres de manière générale, parce que vraiment, il y a plein de moments où on sent que Elsie, c'est une passionnée de livres. En plus, elle va rencontrer forcément j'allais dire représentant, c'est pas ce que je voulais dire, le directeur d'une librairie. Donc lui aussi est un passionné de livres, il aime la romance, ils vont en parler, elle arrête pas du coup de se poser plein de questions, parce qu'évidemment demain, je sais pas, vous vous retrouvez, je sais pas, à la cour de la nuit ou que sais-je, bah forcément ça bouillonne quoi. Et vraiment c'était mais génial, je me suis pas ennuyée une seconde, je voulais savoir ce qui allait se passer, je voulais savoir comment ça allait finir, parce qu'évidemment on se dit mais comment c'est possible en fait. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai tout aimé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la ville, j'avais pas envie de partir, j'avais qu'une envie, c'est que le livre ne se termine jamais, qu'on reste finalement dans ce village pour toujours pendant des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Donc vraiment, écoutez, je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment une magnifique romance. Je sentais que ce livre allait être un coup de cœur. Je pensais pas que ça le serait à ce point. Je pensais pas que ce livre allait autant me toucher. Mais écoutez, c'est comme la petite boulangerie du bout du monde. Parfois, il y a des rencontres incroyables qui se font. Et moi, au mois d'août, ça a été avec A Novel Love Story, que je vous conseille 1 milliard de fois. Et pour le bilan de la palle d'été, j'avais mis, écoutez, 7 livres dans ma palle à lire entre juin et août, si je me souviens bien. Et donc, ça a été un bilan un peu en demi-teinte. Ce que je suis contente de manière générale, c'est que ça m'a permis de sortir des livres de ma palle, donc ça, je suis quand même assez satisfaite. J'ai lu en effet 5 livres sur les 7 mentionnés. 2, tout simplement parce qu'ils me faisaient pas vraiment envie sur la période, mais néanmoins, je savais qu'à un moment donné, j'aurais envie de les lire, alors j'avais envie de me les garder pour un moment où vraiment j'aurais envie d'y aller. Il s'agit du coup de 2 livres en anglais, c'était Beast of Prey et Fire with Fire, qui est donc un livre sur les dragons. Donc je me garde pour un peu plus tard. Je pense que c'est des livres qui vont être assez sympas, mais comme je vous le dis, je l'ai pas trop senti. Après j'ai eu une excellente lecture qui était donc Lightfall, que je vous ai déjà présenté et donc je ne vous ai dit que du bien. C'est le livre illustré qui était absolument génial. J'ai lu du coup Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon, qui est donc, comme je vous l'expliquais, plutôt une bonne lecture mais pas un coup de cœur. Et ensuite j'ai eu malheureusement 3 abandons, donc je dis malheureusement mais en même temps écoutez c'est bien, ils vont aller vivre leur vie dans une autre maison, dans une autre bibliothèque, donc au final c'est pas plus mal. Il s'agit donc de L'année prochaine à la Havane, She Who Became the Sun et Book Lovers de Emily Henry. Donc pour le bilan on va dire qu'il y en a 5 qui sont sortis de la palle, ce qui est plutôt pas mal. 3 abandons, donc eux vont carrément quitter la maison, et 2 qui vont rester chez moi, puisque je pense que Les Demoiselles va quand même rester dans la bibliothèque. Donc écoutez, je suis quand même contente, même si j'ai pas tout lu, j'étais contente parce que ça m'a quand même donné un peu une direction, ça m'a fait remonter aussi des choses dans ma palle qui étaient peut-être un peu oubliées, donc pour ces sujets-là je suis contente, notamment des livres, vous voyez, qui finalement avaient pas vraiment besoin de rester, puisque bah ils me faisaient pas plus envie que ça, et à la lecture,
ça n'a pas été la rencontre que j'attendais. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et c'est pour ça que ça m'a motivée du coup à continuer dans le sujet des piles à lire. Et c'est le nouveau concept que je vous présente ce week-end, que j'ai décidé de créer pour, écoutez, continuer à faire sortir des livres et malheureusement en faire rentrer aussi un peu. Je sais que c'est pas très cohérent avec mes dernières résolutions, mais j'essaye quand même de me dire, allez, s'ils rentrent, il faut les lire tout de suite. Donc écoutez, je vous présente ça dans ce week-end, donc dans 2 jours, très certainement. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes lectures, j'espère que vous avez passé de très très beaux mois d'été et que cette rentrée ne s'est pas trop faite dans la douleur. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!